Aux confins de l'Amérique du Nord se trouve une terre où l'hiver n'est pas seulement une saison, mais une force implacable qui façonne chaque aspect de la vie. Ici, les températures chutent à des niveaux qui emporteraient les personnes non préparées en quelques minutes. Le vent hurle sur d'immenses étendues de neige et de glace, portant avec lui la promesse de la mort pour ceux qui ne s'adaptent pas. C'est le Canada en hiver où la survie n'est pas garantie. Elle se gagne au fil de millénaires d'évolution et d'une détermination farouche à endurer ce que la nature réserve à ses habitants, même les plus résilients. Pour la faune canadienne, l'hiver ne se résume pas à endurer le froid. C'est un champ de bataille complexe où les relations entre prédateurs et proies évoluent au fil des saisons, où la nourriture se raréfie et où chaque animal doit composer non seulement avec les éléments, mais aussi avec la faim de ses voisins. L'équilibre fragile des mois les plus chauds se transforme en une situation bien plus désespérée et primitive lorsque le mercure baisse et que la neige commence à tomber. À mesure que l'automne se rapproche de l'hiver, les premiers conflits apparaissent. Des territoires autrefois abondants et partageables deviennent des territoires précieux qui méritent d'être défendus. Les prédateurs doivent adapter leur stratégie de chasse, car leurs proies traditionnelles disparaissent en hibernation ou deviennent plus difficiles à traquer dans la neige épaisse. La compétition pour les ressources s'intensifie à mesure que l'hiver s'installe. Même les plus petits animaux, comme les mésanges, doivent se battre férocement pour accéder aux rares insectes et graines disponibles pendant les mois les plus froids. La dynamique sociale au sein des espèces évolue également radicalement. Les renards arctiques, autrefois solitaires en été, forment parfois des associations informelles pour augmenter leurs chances de trouver de la nourriture. Les ours, qui s'évitent habituellement, sauf pendant la saison des amours, peuvent se retrouver en compétition pour les mêmes ressources limitées, alors qu'ils se préparent à l'hibernation. Ces interactions peuvent rapidement devenir violentes, l'enjeu n'étant rien de moins que la survie pendant les longs et sombres mois à venir. Le renard arctique émerge de son terrier alors que les premières lueurs de l'aube colorent le paysage enneigé de nuances de bleu et d'argent. Sa transformation, passant du pelage brun et gris de l'été au blanc immaculé de l'hiver, est désormais achevée, le rendant presque invisible sur la neige, à l'exception du bout noir de son nez et de la lueur sombre de ses yeux. Cette créature remarquable, qui ne pèse pas plus qu'un chat domestique, est devenue l'un des animaux les plus efficaces au froid. La préparation du renard à l'hiver a commencé il y a des mois, bien avant les premières chutes de neige. Durant le bref été arctique, il s'est nourri de lemmings, d'oiseaux, d'œufs et de charognes, accumulant des réserves de graisse qui représentent aujourd'hui près de 20% de son poids corporel total. Ces réserves servent à la fois d'isolant et de carburant, lui fournissant de l'énergie pendant les mois d'hiver difficiles, lorsque les proies se font rares et que la chasse exige des efforts considérables dans la neige épaisse. Son pelage d'hiver est une merveille. Le renard possède un sous-poil dense et fin qui retient l'air chaud près de son corps, tandis que ses poils de garde plus longs le protègent du vent et de l'humidité. Sa fourrure s'étend jusqu'au coussinet de ses pattes, lui offrant des raquettes naturelles qui répartissent son poids et lui assurent une bonne adhérence sur les surfaces glacées. Ses oreilles sont plus petites et plus arrondies qu'en été, réduisant ainsi les pertes de chaleur, tandis que son museau s'est raccourci pour minimiser son exposition à l'air glacial.
Le renard s'arrête à l'entrée de sa tanière, sondant l'air avec ses sens aiguisés. Son ouïe est si fine qu'il peut détecter le mouvement d'un lemming sous 60 cm de neige. Cette capacité, combinée à sa patience et à ses réflexes rapides comme l'éclair, en fait un chasseur redoutable, même dans les conditions les plus difficiles. La tanière elle-même est un réseau complexe de tunnels et de chambres que le renard a hérité des générations précédentes ou creusé au fil des saisons. Certaines de ces tanières sont centenaires, transmises de génération en génération et transformées au fil du temps en cités souterraines élaborées. À mesure que l'hiver s'installe, le comportement du renard devient de plus en plus opportuniste. Il suit les ours polaires à distance respectueuse, guettant l'occasion de se nourrir de leur proie. Il pille les réserves de nourriture des autres animaux dès que l'occasion se présente. Fait remarquable, il a appris à chasser les phoques à leur trou d'air, un comportement qui exige une patience et un timing incroyables. Le renard peut attendre immobile des heures près d'un trou dans la glace, prêt à bondir dès qu'un phoque fait surface pour respirer. La technique de chasse du renard dans la neige est un spectacle à ne pas manquer. Il reste parfaitement immobile, la tête penchée, à l'affût des faibles bruits de proie se déplaçant sous la surface. Lorsqu'il repère l'endroit, il bondit haut dans les airs et plonge tête la première dans la neige, disparaissant souvent complètement. Le plus souvent, il en ressort avec un lemming ou un campagnol fermement serré dans ses mâchoires. Ce comportement, appelé mousing, exige une précision incroyable et représente une part importante de son alimentation hivernale. Le territoire devient crucial pendant les mois d'hiver. Un renard peut à lui seul occuper une zone allant jusqu'à 30 km², marquant ses limites par son odeur et les défendant contre les intrus. Ces territoires chevauchent souvent ceux d'autres prédateurs, ce qui entraîne des rencontres dangereuses. Le renard doit constamment trouver un équilibre entre la nécessité de chasser et le risque de devenir lui-même une proie. Les loups, les lynx et même les grands hiboux représentent des menaces importantes pour le renard arctique, l'obligeant à rester constamment vigilant. Le comportement du renard dans son terrier change tout au long de l'hiver. Pendant les périodes les plus froides, il peut rester plusieurs jours dans son terrier, recroquevillé en boule, sa queue touffue enroulée autour de son corps comme une couverture. Son métabolisme diminue considérablement pendant ces périodes de repos, conservant ainsi son énergie pour les occasions de chasse. Le renard peut survivre à des températures allant jusqu'à -40°C grâce à son isolation exceptionnelle et à ses adaptations comportementales. Sous la surface gelée d'un étang peu profond, une forme immobile gît coincée entre les rochers et les débris. La grenouille léopard, dont la peau verte tachetée est maintenant noircie et immobile, semble sans vie dans l'eau trouble. Pourtant, cet amphibien accomplit l'un des exploits de survie les plus remarquables de la nature. Il vit dans un état intermédiaire qui lui permet de supporter des mois de gel hivernal sans respirer, manger ni bouger. La préparation de la grenouille léopard à la survie hivernale commence au début de l'automne, lorsque le refroidissement des températures provoque des changements physiologiques radicaux. Contrairement aux mammifères qui peuvent générer leur propre chaleur corporelle, cette créature à sang froid doit trouver des moyens de survivre lorsque son environnement descend en dessous de zéro. La grenouille commence alors à produire des protéines et des composés glucidiques spécifiques qui agissent comme un antigel naturel, empêchant la formation de cristaux de glace dans ses organes et tissus vitaux. Alors que les températures continuent de baisser, la grenouille cherche le refuge hivernal idéal. Elle a besoin d'une eau suffisamment profonde pour ne pas geler jusqu'au fond, généralement d'au moins 1 mètre à 1,20 m. Elle s'installe dans la boue meuble, ou se niche parmi les rochers et les rondins immergés, se positionnant là où une fine couche d'eau non gelée subsistera tout au long des mois d'hiver.
Ce choix précis de l'emplacement fait souvent la différence entre la survie et la mort. La transformation qui s'opère à l'arrivée de l'hiver est extraordinaire. Le métabolisme de la grenouille ralentit jusqu'à atteindre des niveaux presque imperceptibles, son rythme cardiaque ne dépassant plus que quelques battements par heure. Sa respiration s'arrête complètement, ses poumons se ferment, et la grenouille absorbe le peu d'oxygène dont elle a besoin directement à travers sa peau, dans l'eau environnante. Son système digestif s'arrête complètement et son activité cérébrale devient minimale, se retrouvant dans un état comparable à une animation suspendue. La peau de la grenouille devient la clé de sa survie hivernale. Durant les mois froids, cet organe remarquable continue de fonctionner à la fois comme système respiratoire et excréteur. Des cellules spécialisées de la peau peuvent extraire l'oxygène dissous de l'eau, tout en éliminant le dioxyde de carbone et autres déchets. La peau doit rester perméable tout en étant protégée du gel, un équilibre délicat maintenu par les composés antigel circulant dans le sang de la grenouille. Le positionnement dans le refuge hivernal est essentiel à sa survie. La grenouille doit rester dans la fine couche d'eau qui reste au-dessus du point de congélation, généralement à quelques centimètres de la surface de la glace. Si elle s'installe trop profondément, les niveaux d'oxygène peuvent devenir insuffisants. Trop peu profonde, elle risque de geler complètement lorsque les vagues de froid extrême enfoncent la glace plus profondément que d'habitude. La capacité de la grenouille à détecter ces micro-environnements et à se positionner correctement détermine souvent sa capacité à voir le printemps. Les mois d'hiver se déroulent dans un calme absolu pour la grenouille léopard. Contrairement aux mammifères hibernants qui bougent occasionnellement, la grenouille reste complètement immobile de novembre à mars ou avril. Son corps devient si froid qu'il approche le point de congélation de l'eau, mais les protéines antigel empêchent les dommages cellulaires. Cet état est si profond que la grenouille ne réagit pas aux stimuli qui déclencheraient normalement des réactions de fuite immédiate. La gestion de l'oxygène durant cette période prolongée présente des défis uniques. L'eau froide contient plus d'oxygène dissous que l'eau chaude, mais les mouvements limités de la grenouille limitent la circulation de l'eau autour de son corps. La position de la grenouille et les courants subtils de son refuge hivernal deviennent essentiels pour maintenir le faible échange d'oxygène nécessaire au fonctionnement extrêmement réduit des organes vitaux. Le système immunitaire de la grenouille s'affaiblit en hiver, la rendant vulnérable aux maladies et aux infections. Cependant, les températures froides qui menacent la grenouille ralentissent également la croissance des bactéries et des agents pathogènes nocifs, créant ainsi un équilibre naturel. Certaines recherches suggèrent que les composés antigel pourraient également avoir des propriétés antimicrobiennes, offrant une protection supplémentaire pendant cette période vulnérable. À l'approche du printemps et à mesure que la température de l'eau remonte, la grenouille doit opérer la dangereuse transition vers une vie active. Ce processus de réveil est progressif et crucial, car un retour trop rapide à un métabolisme normal peut entraîner des lésions cellulaires, voire la mort. Le rythme cardiaque de la grenouille s'accélère lentement, la respiration reprend, et l'activité cérébrale revient progressivement à la normale. Cette sortie de dormance hivernale est souvent synchronisée avec le réchauffement des eaux peu profondes et le retour des insectes proies. Au plus profond des prairies, un vaste réseau de tunnels et de chambres abrite l'un des plus remarquables survivants de l'hiver au Canada. Le spermophile de Richardson a passé des mois à préparer un abri souterrain qui le protégera du froid intense qui l'enveloppait. Contrairement à ses cousins arboricoles qui restent actifs tout l'hiver, ce rongeur terrestre a développé la capacité d'entrer en véritable hibernation, s'isolant jusqu'à 8 mois par an. La préparation du spermophile à l'hibernation commence véritablement à la fin de l'été, lorsqu'il entre dans une phase d'alimentation intensive et d'accumulation de graisse. En quelques semaines seulement,
Il peut prendre jusqu'à 40% de poids, stockant de la graisse dans des réserves spécialisées réparties sur tout son corps. Cette graisse remplit de multiples fonctions. Elle fournit de l'énergie pendant l'hibernation, isole les organes vitaux et fournit les matières premières nécessaires à la production de graisses brunes spécialisées, capables de générer de la chaleur en cas de besoin. Le système de terrier qui abrite l'écureuil en hibernation est une merveille d'ingénierie dont la construction peut prendre des années. La chambre d'hibernation principale est située jusqu'à 3 mètres sous terre, bien en dessous de la ligne de gel, où les températures restent relativement stables tout au long de l'hiver. De multiples tunnels d'entrée offrent des voies d'évacuation et une ventilation, tandis que des chambres latérales servent de réserve de nourriture et d'abri d'urgence. La chambre d'hibernation elle-même est tapissée d'herbes et d'autres matériaux souples pour assurer isolation et confort. Alors que les températures automnales commencent à baisser, le spermophile se prépare enfin à son long sommeil. Il scelle la plupart des entrées de son terrier avec de la terre et de la végétation, ne laissant que des ouvertures soigneusement dissimulées pour la circulation de l'air. L'animal rassemble des matériaux de nidification supplémentaires et construit un nid sphérique dans sa chambre d'hibernation. Contrairement aux animaux qui dorment profondément, le spermophile se prépare à une transformation physiologique qui frise le miracle. L'hibernation est déclenchée par la diminution de la luminosité et la baisse des températures, mais le processus est contrôlé par des horloges biologiques internes qui ont évolué au fil des millénaires. Lorsque l'écureuil entre en hibernation, sa température corporelle chute de 37 degrés Celsius à 2 degrés Celsius, juste au-dessus de zéro. Son rythme cardiaque chute de plus de 300 battements par minute à moins de 10, et sa respiration devient si lente et superficielle qu'elle peut sembler complètement arrêtée. Pendant l'hibernation, le métabolisme de l'écureuil chute à moins de 5% de sa normale, ce qui lui permet de survivre pendant des mois sans manger, grâce à ses réserves de graisse. Cette réduction drastique des dépenses énergétiques est obtenue par l'arrêt coordonné des systèmes non essentiels de l'organisme. La fonction rénale ralentit considérablement, le système digestif devient inactif et même l'activité cérébrale est réduite au minimum vital. La régulation de la température pendant l'hibernation présente des défis uniques pour le spermophile. Alors que sa température corporelle chute considérablement, elle doit être contrôlée avec précision pour éviter les dommages causés par le gel au tissu. Les dépôts de graisse brune spécialisés autour des organes vitaux peuvent être rapidement métabolisés pour générer de la chaleur en cas de besoin. L'hibernation de l'écureuil est périodiquement interrompue par de brefs épisodes d'éveil où la température corporelle revient à la normale pendant quelques heures, permettant ainsi les fonctions essentielles d'entretien. Ces épisodes d'éveil se produisent à intervalles de quelques semaines pendant la période d'hibernation et comptent parmi les aspects les plus énergivores de la survie hivernale. Durant ces brefs réveils, l'écureuil peut ajuster sa position, éliminer ses déchets et éventuellement consommer de petites quantités de nourriture stockée. Cependant, ces réveils brûlent rapidement les réserves de graisse, ce qui fait de leur fréquence un équilibre crucial entre entretien nécessaire et conservation de l'énergie. Le micro-environnement du terrier joue un rôle crucial dans la réussite de l'hibernation. La chambre profonde protège des fluctuations de température, tandis que le sol environnant agit comme isolant. L'humidité doit être soigneusement maintenue pour prévenir la déshydratation, tandis que la ventilation doit être suffisante pour empêcher l'accumulation de dioxyde de carbone. Le choix du site d'hibernation et de la construction du terrier par l'écureuil influence directement ses chances de survie jusqu'au printemps. Les risques de prédation persistent même pendant l'hibernation, car belettes, serpents et autres prédateurs peuvent découvrir et pénétrer dans les terriers. Les multiples tunnels de fuite et la profonde chambre d'hibernation du spermophile lui offrent une certaine protection, mais son incapacité à réagir rapidement pendant cette période le rend vulnérable. Certains terriers comprennent de fausses chambres et des réseaux de tunnels labyrinthiques qui contribuent à dérouter les prédateurs potentiels.
Le moment de la sortie d'hibernation est crucial pour la survie et le succès reproducteur du spermophile. Une sortie trop précoce risque de provoquer des tempêtes hivernales tardives et des pénuries alimentaires, tandis qu'une sortie trop tardive peut faire manquer la brève saison de reproduction et les opportunités optimales de recherche de nourriture. Les mâles émergent généralement les premiers pour établir des territoires et se disputer les partenaires, suivis par les femelles quelques semaines plus tard. Dans la neige épaisse de la forêt boréale, une forme massive se déplace avec une grâce surprenante entre les imposants épinètes et sapins. L'orignal, mesurant plus de 2 mètres au garrot et pesant autant qu'une petite voiture, est l'un des exemples les plus impressionnants de la façon dont la taille peut être un atout pour la survie en hiver. Ce plus grand membre de la famille des cervidés a développé des adaptations remarquables qui lui permettent non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans des conditions difficiles, même pour les espèces les plus adaptées au froid. La préparation de l'orignal à l'hiver commence par un changement radical de comportement et de physiologie durant les mois d'automne. Avec le raccourcissement des heures de clarté et la baisse des températures, le métabolisme de l'animal ralentit considérablement, réduisant ses besoins énergétiques jusqu'à 30% par rapport à l'été. Cet ajustement métabolique permet à l'orignal de survivre avec une nourriture de moindre qualité et un apport calorique réduit pendant les mois où la végétation nutritive se raréfie. Le développement du pelage hivernal de l'orignal est un chef-d'œuvre d'isolation naturelle. Dès la fin de l'été, l'animal développe une épaisse couche de poils de garde creux pouvant atteindre 15 cm de long. Ces poils creux emprisonnent l'air et offrent une isolation exceptionnelle, tandis que leur couleur foncée absorbe le rayonnement solaire pour un réchauffement supplémentaire. Sous cette couche extérieure, un épais sous-poil de fourrure fine crée des couches isolantes supplémentaires qui maintiennent l'orignal au chaud même par des températures inférieures à moins 40 degrés Celsius. La taille imposante de l'orignal, qui pourrait sembler un inconvénient dans la neige profonde, lui confère en réalité des avantages considérables pour sa survie hivernale. Ses longues pattes lui permettent de patauger dans la neige qui piégerait les animaux plus petits, et ses larges sabots agissent comme des raquettes naturelles, répartissant son poids sur la surface enneigée. Sa masse corporelle importante présente également des avantages thermiques, car le rapport surface-volume corporel permet à l'orignal de perdre sa chaleur plus lentement que les animaux plus petits. Les stratégies alimentaires changent radicalement à mesure que l'hiver avance et que l'épaisseur de la neige augmente. L'orignal abandonne son régime alimentaire estival diversifié, composé de plantes aquatiques, de feuilles et de pousses, pour un menu hivernal plus limité, principalement axé sur le broutage ligneux. Les brindilles de saule, de tremble, de bouleau et de sapin baumier deviennent ses principales sources de nourriture, obligeant l'orignal à consommer jusqu'à 20 kg de matière ligneuse par jour pour subvenir à ses besoins nutritionnels. Le système digestif de l'orignal a évolué spécifiquement pour s'adapter à ce régime hivernal exigeant. Son estomac à 4 chambres, semblable à celui des bovins, permet une fermentation prolongée des matières ligneuses, décomposant la cellulose et extrayant du brou des nutriments indigestes pour la plupart des autres animaux. Ce processus de digestion spécialisé génère une chaleur interne importante, contribuant ainsi à maintenir la température corporelle pendant les périodes les plus froides. À mesure que l'hiver s'installe, le comportement de recherche de nourriture devient de plus en plus stratégique. Les orignaux apprennent à identifier les espèces de broutage les plus nutritives et les classes d'âge, privilégiant les jeunes brindilles, plus riches en protéines et en glucides digestibles. Ils adoptent des habitudes alimentaires distinctes, broutant systématiquement les zones et retournant régulièrement aux sites productifs tout au long de l'hiver. Ce comportement crée des lignes de broutage visibles dans la forêt, où toute la végétation accessible a été consommée jusqu'à la hauteur que l'orignal peut atteindre.
Le comportement social de l'orignal change considérablement pendant les mois d'hiver. Généralement solitaires en été, les orignaux peuvent former des groupes dispersés dans les zones où l'on trouve de bonnes sources de broutage et où l'on est à l'abri du vent. Ces aires d'hivernage offrent des avantages mutuels. Plusieurs animaux créent des sentiers compactés dans la neige profonde, ce qui réduit la dépense énergétique de tous les membres du groupe. Cependant, la compétition pour les meilleurs sites de broutage peut donner lieu à des affrontements agressifs entre individus. La thermorégulation présente des défis uniques pour un animal de cette taille par temps extrêmement froid. Si sa taille et son pelage lui confèrent une excellente isolation, l'orignal doit soigneusement équilibrer la conservation de la chaleur avec celle générée par la digestion et les mouvements. Pendant les périodes les plus froides, l'orignal peut chercher refuge dans des forêts denses qui le protègent du vent ou se coucher dans la neige pour profiter de ses propriétés isolantes. Le système cardiovasculaire de l'orignal s'est adapté aux exigences de la survie hivernale. Le cœur doit fonctionner efficacement pour assurer la circulation sanguine dans la masse imposante de l'animal tout en maintenant sa température corporelle. Par grand froid, l'afflux sanguin vers les extrémités peut être réduit afin de conserver la chaleur nécessaire aux organes vitaux, bien que l'épaisse fourrure de l'orignal descende jusqu'aux pattes pour protéger ces zones vulnérables. Les risques de prédation changent radicalement pendant les mois d'hiver. Bien que les orignaux adultes aient peu de prédateurs naturels en raison de leur taille et de leur capacité défensive, la neige profonde peut les rendre plus vulnérables aux attaques des meutes de loups. Leur capacité à se déplacer dans la neige leur confère des avantages, mais les poursuites prolongées dans la neige profonde peuvent être épuisantes. Les loups ciblent souvent les orignaux affaiblis par les conditions hivernales rigoureuses ou piégés dans des zones où l'épaisseur de neige limite leur mobilité. La conservation de l'énergie devient essentielle à mesure que l'hiver avance et que la qualité de la nourriture diminue. Les orignaux développent des schémas de déplacement efficaces, empruntant autant que possible les sentiers établis et évitant toute dépense énergétique inutile. Ils peuvent réduire leur période d'activité quotidienne, passant plus de temps au repos et moins de temps à la recherche active de nourriture qu'en été. Cette adaptation comportementale permet d'optimiser leurs réserves énergétiques limitées pendant les mois les plus longs et les plus froids. Au plus profond des grottes et des mines abandonnées de l'Est du Canada, une préparation hivernale d'un genre particulier se déroule. Les petites chauves-souris brunes, créatures pesant moins de 15 grammes, se rassemblent en nombre pouvant atteindre des milliers. Ces minuscules mammifères ont développé la stratégie de survie la plus extrême de tous les animaux à sang chaud. Ils restent immobiles pendant tout l'hiver, dans un état d'hibernation. La préparation à cet exploit remarquable commence à la fin de l'été, lorsque les chauves-souris entrent dans une période d'alimentation intense appelée hyperphagie. Durant ces semaines cruciales, une seule chauve-souris peut consommer plus de la moitié de son poids en insectes chaque nuit. Cette frénésie alimentaire leur permet d'accumuler des réserves de graisse qui leur permettront de survivre pendant les 6 à 7 mois d'hibernation qui les attendent. Leur poids peut augmenter jusqu'à 50% durant cette phase de préparation. À l'approche de l'automne, les chauves-souris entament le processus crucial de sélection de leur site d'hibernation. Elles recherchent des endroits où la température est stable, juste au-dessus de zéro, où l'humidité est élevée pour prévenir la déshydratation et où elles restent tranquilles tout au long de l'hiver. Les grottes sont privilégiées, mais les mines abandonnées, les vieux bâtiments et même les grands creux d'arbres peuvent également faire l'affaire. Les chauves-souris peuvent parcourir des centaines de kilomètres pour atteindre le site d'hibernation idéal, revenant parfois au même endroit année après année. Le comportement de regroupement des petites chauves-souris brunes pendant l'hibernation est essentiel à leur survie. Des centaines, voire des milliers d'individus se regroupent sur les parois et les plafonds des grottes, leurs minuscules corps pressés les uns contre les autres. Ce regroupement a de multiples fonctions.
Il contribue à maintenir des températures stables, réduit les pertes d'eau par humidité partagée et offre une protection contre les prédateurs qui pourraient s'aventurer sur leur site de repos. Une fois l'hibernation commencée, la transformation physiologique de la chauve-souris est tout simplement miraculeuse. Son rythme cardiaque chute de plus de 400 battements par minute à seulement 25 battements par minute. Sa respiration devient si lente et superficielle qu'elle peut s'écouler plusieurs minutes entre chaque respiration. Sa température corporelle chute de 40 degrés Celsius à un peu plus que la température ambiante de la grotte, oscillant souvent entre 2 et 5 degrés Celsius. Cette réduction drastique de l'activité métabolique permet à la chauve-souris de survivre sur ses réserves de graisse pendant des mois sans manger. La position de la chauve-souris pendant son hibernation est soigneusement choisie. Elle est suspendue la tête en bas au plafond de la grotte, enveloppée dans ses ailes comme une minuscule cape. Cette position lui permet de se réveiller et de s'envoler rapidement si elle est dérangée, tandis que les membranes alaires offrent une isolation supplémentaire. La force de préhension de la chauve-souris augmente même lorsqu'elle perd connaissance, ce qui lui permet de ne pas tomber de son perchoir pendant les longs mois de sommeil. Cependant, l'hibernation n'est pas un état totalement statique. Périodiquement, toutes les quelques semaines, les chauves-souris doivent se réveiller pour accomplir des fonctions corporelles essentielles. Ces épisodes d'éveil sont extrêmement coûteux en énergie, brûlant rapidement leurs précieuses réserves de graisse. Durant ces brefs réveils, qui peuvent ne durer que quelques heures, les chauves-souris peuvent changer de position, boire de l'eau si elles en ont et éliminer leurs déchets. Certains chercheurs pensent que ces réveils sont nécessaires au maintien du système immunitaire et à la réparation cellulaire. La plus grande menace pour les petites chauves-souris brunes en hibernation est apparue ces dernières décennies sous la forme du syndrome du museau blanc, une maladie fongique qui se développe sur le museau et les ailes des chauves-souris en hibernation. Ce champignon perturbe le processus d'hibernation, obligeant les chauves-souris à se réveiller plus fréquemment et à épuiser leurs réserves de graisse avant l'arrivée du printemps. Des colonies entières, autrefois composées de milliers d'individus, ont été réduites à quelques dizaines de survivants. Les fluctuations de température pendant l'hibernation peuvent être mortelles. Si la température de la grotte chute trop, les chauves-souris doivent dépenser davantage d'énergie pour empêcher leur tissu de geler. À l'inverse, si la température augmente trop, leur métabolisme s'accélère, brûlant leurs réserves de graisse plus rapidement. Le changement climatique a commencé à affecter les sites d'hibernation, certains endroits devenant trop chauds ou connaissant une plus grande variabilité de température que par le passé. À mesure que l'hiver avance vers le printemps, les réserves de graisse des chauves-souris diminuent progressivement. Lorsqu'elles sortent d'hibernation, elles peuvent avoir perdu jusqu'à la moitié de leur poids. Le moment de leur émergence est crucial, car leur réveil doit coïncider avec le retour des insectes volants. Trop tôt, elles risquent de mourir de faim dans un monde encore sous l'emprise de l'hiver. Trop tard, elles manquent les insectes cruciaux du début de saison, nécessaires pour reprendre des forces en vue de la saison de reproduction à venir. La hutte des castors se dresse telle une forteresse au milieu de l'étang gelé, sa structure en forme de dôme s'élevant au-dessus de la glace, offrant une impression de stabilité et de sécurité. À l'intérieur de cette merveille architecturale, une famille de castors a créé un sanctuaire chaud et sec qui les protégera des rigueurs de l'hiver canadien. La hutte est le fruit de mois de travaux de construction acharnés, d'une précision technique rivalisant avec les prouesses humaines et d'un instinct de survie affiné au fil de millions d'années d'évolution. Les préparatifs pour l'hiver commencèrent véritablement à la fin de l'été, lorsque la famille de castors travailla sans relâche pour consolider sa hutte et agrandir sa réserve de nourriture. La hutte elle-même est un chef-d'œuvre de construction naturelle, construit avec des brindilles, des rondins, de la boue et des pierres entrelacées.
La chambre intérieure se trouve au-dessus de la ligne d'eau, accessible uniquement par des tunnels sous-marins qui restent dégelés même lorsque la glace de surface devient suffisamment épaisse pour supporter le poids d'un orignal. Les murs du lodge sont incroyablement épais, atteignant parfois plus d'1 mètre de large à la base. Cette construction massive assure une excellente isolation, maintenant la température intérieure nettement supérieure à celle de l'air extérieur. Lors des nuits d'hiver les plus froides, lorsque les températures extérieures chutent jusqu'à moins 30 degrés Celsius, l'intérieur du lodge peut rester légèrement au-dessus de zéro, réchauffé par la chaleur corporelle de ses occupants et isolé par les murs de boue et de bois gelé. La préparation hivernale la plus cruciale du castor consiste à créer une réserve de nourriture sous-marine. Tout au long de l'automne, ces rongeurs industrieux abattent des dizaines d'arbres, les découpent en sections faciles à gérer et les traînent jusqu'aux eaux profondes près de leur hutte. Ces branches et ces rondins sont ensuite ancrés au fond de l'étang avec des pierres et de la boue, créant ainsi un garde-manger sous-marin qui permettra à la famille de subvenir aux besoins de la famille pendant les mois d'hiver, lorsque la végétation fraîche est rare. La cache de nourriture doit être soigneusement planifiée et construite. Les castors privilégient l'écorce interne des trembles, des saules et des peupliers, qui leur fournit les nutriments et les calories nécessaires à l'entretien de leur imposante masse pendant la période hivernale d'inactivité. Une famille de 4 castors peut stocker plusieurs tonnes de bois dans sa cache, ce qui représente des semaines de travail intensif. La cache doit être placée dans une eau suffisamment profonde pour ne pas geler, tout en étant suffisamment proche de la hutte pour que les castors puissent y accéder facilement par leur tunnel sous-marin. À mesure que l'hiver s'installe, l'étang des castors se retrouve emprisonné sous une couche de glace pouvant atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. Pour les castors, cette couche de glace leur offre à la fois protection et isolement. Les prédateurs comme les loups et les lynx ne peuvent plus les atteindre, mais les castors restent eux aussi prisonniers de la glace pendant des mois. Leur univers devient alors le sombre royaume sous-marin entre leur hutte et leurs réserves de nourriture. La physiologie du castor est parfaitement adaptée à ce mode de vie hivernal sous-marin. Ses poumons peuvent contenir suffisamment d'air pour des plongées pouvant durer jusqu'à 15 minutes, ce qui lui permet de nager jusqu'à sa réserve de nourriture, de ramasser des branches et de retourner à sa hutte sans remonter à la surface. Son épaisse fourrure lui offre une excellente isolation dans l'eau froide, tandis que ses pattes palmées et sa queue puissante en font un nageur incroyablement efficace. Des valves spéciales situées dans ses oreilles et son nez empêchent l'eau de pénétrer pendant les plongées. La vie à l'intérieur de la hutte d'hiver suit un rythme dicté par la nécessité d'économiser l'énergie et de maintenir la chaleur corporelle. La famille de castors se blottit les uns contre les autres pour se réchauffer, la chaleur combinée de leur corps assurant le confort de la chambre d'habitation. Ils ne s'aventurent dans l'eau glaciale que lorsque cela est nécessaire pour récupérer de la nourriture dans leur cache. Le reste du temps, ils le consacrent au toilettage de leur fourrure, essentiel à son isolation, et à la socialisation avec les autres membres de la famille par de faibles vocalisations et des contacts physiques. En hiver, le régime alimentaire du castor se compose presque exclusivement de bois et d'écorce. Ses dents puissantes et ses mâchoires musclées sont parfaitement adaptées à ce régime exigeant. Il arrache l'écorce interne nutritive des branches cachées, consommant la couche de cambium plus tendre et se débarrassant de l'écorce externe plus dure et du bois. Ce régime alimentaire est pauvre en protéines et riche en fibres, obligeant le castor à manger presque constamment lorsqu'il ne dort pas pour couvrir ses besoins caloriques. La régulation de la température devient essentielle pendant les mois d'hiver. Les castors ne peuvent pas hiberner comme certains autres mammifères. Ils doivent donc maintenir une température corporelle normale tout au long de la saison froide. Leur épais pelage se compose de 2 couches, un sous-poil dense et imperméable qui emprisonne l'air pour l'isoler, et des poils de couverture plus longs qui évacuent l'eau et offrent une protection supplémentaire. Un toilettage régulier est essentiel pour préserver l'efficacité de cette fourrure,
et les castors passent un temps considérable chaque jour à nettoyer et à nourrir leur pelage avec de l'huile produite par des glandes spéciales. La dynamique sociale au sein de la hutte du castor en hiver est fascinante à observer. La cellule familiale, généralement composée de 2 adultes et de leurs petits de l'année en cours et de l'année précédente, doit cohabiter dans l'espace relativement restreint de la hutte pendant des mois. Les conflits se règlent par des vocalisations, des contacts physiques doux et une hiérarchie établie. Le couple adulte entretient ses liens grâce à des soins mutuels et au partage des responsabilités pour l'entretien de la hutte et des réserves de nourriture. Une minuscule silhouette se faufile à travers les branches enneigées d'une épinette, ses mouvements si rapides et erratiques qu'elle semble se matérialiser et disparaître au même instant. La mésange à tête noire, pesant à peine plus que quelques trombones, est l'un des exemples les plus remarquables de la nature montrant que la taille ne détermine pas la capacité de survie. Ces oiseaux minuscules survivent non seulement à l'hiver canadien, mais prospèrent dans des conditions qui poussent des animaux beaucoup plus grands à hiberner ou à migrer vers le sud. Tout au long de l'automne, les mésanges se livrent à un intense comportement de recherche de cache, dissimulant des milliers de graines et d'insectes dans les crevasses de l'écorce, sous les lichens et autres recoins cachés de leur territoire. Chaque oiseau peut créer jusqu'à 1000 caches individuelles et, fait remarquable, elles peuvent se souvenir de l'emplacement de chacune pendant des semaines, voire des mois. Cette mémoire spatiale est favorisée par la croissance saisonnière de l'hippocampe, une région de leur cerveau qui s'agrandit pendant la saison de recherche de cache. La transformation physique de l'oiseau pour survivre à l'hiver est tout aussi impressionnante. Ses plumes subissent une mue complète à la fin de l'automne, remplaçant le plumage d'été plus clair par un épais manteau hivernal contenant jusqu'à 30% de plumes supplémentaires. Ces plumes sont disposées en plusieurs couches, créant des espaces vides offrant une isolation exceptionnelle. La mésange peut gonfler ses plumes pour augmenter cette couche isolante, doublant parfois sa taille apparente lorsque les températures baissent. Les adaptations comportementales sont tout aussi importantes pour la survie hivernale. Les mésanges forment des groupes mixtes en hiver, rejoignant les citelles, les pics et d'autres petits oiseaux dans des associations souples qui offrent de multiples avantages. Ces groupes offrent une vigilance accrue face aux prédateurs, une connaissance partagée des sources de nourriture et l'effet réchauffant de la cohabitation de plusieurs oiseaux. La structure du groupe présente une hiérarchie sociale complexe, les oiseaux dominants ayant accès aux meilleures zones d'alimentation et aux perchoirs les plus sûrs. Le comportement alimentaire de la mésange en hiver est une merveille d'efficacité et d'adaptation. Son régime alimentaire passe des insectes et des araignées de l'été à un mélange de graines cachées, d'œufs et de larves d'insectes trouvées dans les fissures de l'écorce, et de toute nourriture fraîche qu'elle trouve. Elle a développé des techniques d'alimentation spécialisées, comme se suspendre la tête en bas aux branches pour accéder à des sources de nourriture inaccessibles aux oiseaux plus grands. Ses pattes puissantes et ses griffes acérées lui permettent de s'accrocher aux plus petites brindilles à la recherche d'insectes cachés. La torpeur, un état de ralentissement de l'activité métabolique, est peut-être l'adaptation hivernale la plus remarquable de la mésange. Lors des nuits les plus froides, la température corporelle de cet oiseau peut baisser jusqu'à 10 degrés Celsius et son métabolisme jusqu'à 35%. Cette hypothermie contrôlée lui permet de conserver une énergie précieuse pendant les longues nuits d'hiver où les températures peuvent descendre sous moins 30 degrés Celsius. L'oiseau doit planifier cette torpeur avec soin, car il devient vulnérable aux prédateurs et a besoin d'énergie supplémentaire pour se réchauffer le matin. Les sites de repos deviennent essentiels à la survie hivernale. Les mésanges recherchent des cavités dans les arbres, d'anciens terriers de pics et une végétation dense pour s'abriter la nuit. Ces lieux de repos offrent une protection contre le vent et les prédateurs tout en contribuant à conserver leur chaleur corporelle. Il arrive que plusieurs oiseaux se perchent ensemble dans la même cavité, partageant ainsi leur chaleur corporelle pendant les nuits les plus froides. Le choix des sites de repos est un comportement appris,
les oiseaux expérimentés enseignant aux plus jeunes l'emplacement des meilleurs abris. Le cerveau de la mésange subit des changements saisonniers importants pour assurer sa survie hivernale. Outre la croissance de l'hippocampe, qui favorise la mémoire spatiale des réserves alimentaires, les régions associées aux champs se rétrécissent en hiver pour rediriger l'énergie vers les fonctions de survie. Les vocalisations de l'oiseau évoluent également. Les chants complexes du printemps et de l'été sont remplacés par des cris plus simples qui contribuent à maintenir la cohésion du groupe et la communication dans des conditions difficiles. La recherche de nourriture en hiver exige une persévérance et une efficacité énergétique exceptionnelles. Pour survivre, une mésange doit trouver et consommer quotidiennement l'équivalent de 20 à 25% de son poids. Cela signifie repérer et manger une graine ou un insecte toutes les quelques secondes pendant la journée. Ces recherches sont méthodiques et exhaustives, parcourant chaque centimètre d'écorce et examinant chaque brindille et chaque amas d'aiguille à la recherche de sources de nourriture potentielles. La relation entre les mésanges et leurs réserves de nourriture crée une dynamique intéressante avec d'autres animaux sauvages. Les écureuils, d'autres espèces d'oiseaux et même les insectes peuvent piller les caches des mésanges, les obligeant à surveiller et à défendre constamment leurs réserves. À l'inverse, les mésanges peuvent opportunément se nourrir dans les caches créées par d'autres espèces, notamment les citelles et les pics. La météo représente un défi constant pour ces minuscules oiseaux. Les tempêtes de verglas peuvent recouvrir les arbres et rendre les sources de nourriture inaccessibles pendant des jours. La neige épaisse peut ensevelir les plantes basses et les sources de nourriture au niveau du sol. Les vents violents peuvent rendre le vol dangereux et augmenter considérablement la dépense énergétique. Les mésanges ont appris à profiter des brèves fenêtres météorologiques, intensifiant leur activité alimentaire pendant les périodes calmes et cherchant refuge pendant les tempêtes. À travers la neige épaisse de la forêt boréale, une ombre se déplace avec grâce et fluidité entre les troncs sombres des épinettes et des sapins. Le lynx du Canada, avec ses pattes surdimensionnées et ses oreilles touffues, est parfaitement adapté à la vie dans cette nature sauvage enneigée. Contrairement à de nombreux prédateurs qui peinent à survivre pendant les rudes mois d'hiver, le lynx a évolué pour mieux survivre lorsque la neige est plus épaisse et le froid plus intense. La caractéristique la plus distinctive du lynx, ses énormes pattes en forme de raquette, lui confèrent un avantage considérable dans la neige profonde. Ses pattes surdimensionnées, presque 2 fois plus grandes que celles d'un puma de taille similaire, répartissent si efficacement le poids du félin qu'il peut marcher sur une neige qui forcerait d'autres prédateurs à s'enfoncer et à se débattre. De plus, ses pattes sont abondamment couvertes de poils, offrant à la fois isolation et traction supplémentaire sur les surfaces glacées. Pour le lynx du Canada, la préparation hivernale consiste moins à stocker de la nourriture ou à développer une fourrure plus épaisse qu'à se positionner et à faire preuve de patience. Le lynx ne peut ni hiberner ni migrer vers des climats plus chauds. Il a plutôt évolué pour tirer profit des conditions hivernales, ce qui améliore ses chances de chasse. Avec l'accumulation de neige et la baisse des températures, la principale proie du lynx, le lièvre d'Amérique, devient de plus en plus vulnérable et plus facile à traquer. La relation entre le lynx du Canada et le lièvre d'Amérique est l'une des relations prédateur-proie les plus étudiées dans la nature. Leur population augmente et diminue selon des cycles prévisibles, les effectifs de lynx suivant ceux des lièvres d'environ 2 ans. Lors des années de pic de population de lièvres, le territoire du lynx peut être relativement restreint, ne couvrant parfois que 10 à 15 km². Lors des effondrements de population de lièvres, le même lynx peut devoir parcourir une zone 10 fois plus grande pour trouver suffisamment de proies. La stratégie de chasse du lynx en hiver est un chef-d'œuvre de discrétion et de patience. Son épais pelage, qui croît jusqu'à 70% en hiver, lui permet de rester immobile des heures durant par des températures négatives, attendant l'approche de sa proie. Sa robe, un brun marbré et gris avec des taches plus foncées,
lui offre un excellent camouflage dans l'ombre et la lumière tamisée de la forêt hivernale. Suivre les traces dans la neige présente à la fois des opportunités et des défis pour le lynx. Si la neige facilite le suivi des pistes de proie, elle permet également au lynx de voir ses propres traces pour ses proies potentielles et ses concurrents. Le félin a appris à utiliser les pistes existantes lorsque cela est possible, en suivant les sentiers des cerfs, les lits de ruisseaux gelés et autres corridors naturels, afin de minimiser le coût énergétique de ses déplacements dans la neige épaisse. Les sens aiguisés du lynx sont particulièrement précieux lors de la chasse hivernale. Son ouïe exceptionnelle lui permet de détecter les mouvements des proies sous la neige, à l'instar du comportement du renard arctique lorsqu'il chasse la souris. Ses grands yeux, adaptés aux conditions de faible luminosité, lui confèrent un avantage lors des longs crépuscules des hivers nordiques. Les moustaches sensibles du félin lui permettent de s'orienter dans l'obscurité et de détecter les mouvements d'air qui pourraient indiquer la présence de proies. Les tanières d'hiver ne sont pas des constructions élaborées comme celles des ours ou des loups, mais plutôt des abris simples qui offrent une protection contre les intempéries. Le lynx peut utiliser un tronc creux, un affleurement rocheux ou un épais fourré de conifères. Ces abris sont temporaires, le félin se déplaçant fréquemment sur son territoire pour suivre les déplacements de ses proies et éviter les zones où la chasse a été infructueuse. Le caractère solitaire du lynx s'accentue pendant les mois d'hiver. Bien qu'il puisse occasionnellement se nourrir de charognes provenant de proies de loups ou d'autres sources, il chasse principalement seul et occupe des territoires qui chevauchent très peu ceux des autres lynx. Le marquage olfactif devient important pour la communication. Les félins laissent des traces d'urine et des griffoirs qui transmettent des informations sur les limites de leur territoire, leur statut reproducteur et leur identité. Le moment de la reproduction est étroitement lié aux stratégies de survie hivernale. L'accouplement a lieu à la fin de l'hiver, lorsque l'abondance des proies et les conditions météorologiques sont les plus précises. Les femelles retardent l'implantation des œufs fécondés, ce qui permet de mettre bas à la fin du printemps, lorsque les conditions de chasse sont optimales et que les espèces proies connaissent leur propre pic de reproduction. Ce moment permet aux mères de disposer d'une nourriture abondante pendant qu'elles allaitent et apprennent à leurs petits à chasser. Le lynx du Canada est confronté à des défis particuliers lors de phénomènes météorologiques extrêmes. Les tempêtes de verglas peuvent rendre l'escalade des arbres dangereuse et priver le félin de ses capacités acoustiques pour détecter ses proies. Les périodes de temps chaud, qui créent des croûtes de neige, peuvent en réalité désavantager le lynx, car la croûte qui supporte son poids peut également supporter celui de ses proies, éliminant ainsi l'avantage de ses pattes en raquette. La compétition avec les autres prédateurs s'intensifie pendant les mois d'hiver. Les loups gris, les coyotes et même les carcajous peuvent voler les proies du lynx ou se disputer les mêmes proies. Le lynx doit constamment équilibrer la dépense énergétique liée à la chasse avec le risque de perdre des proies au profit de prédateurs plus grands et plus agressifs. Sa capacité à grimper lui offre une voie de fuite et une possibilité de stockage pour ses proies, le lynx cachant parfois ses proies dans les branches des arbres, loin des charognards vivant au sol. L'ours grizzly, imposant, se déplace lentement dans la forêt automnale, son épais pelage laissant déjà apparaître le dense sous-poil qui l'isolera pendant l'hiver à venir. Chaque pas est réfléchi, chaque recherche de nourriture cruciale, car ce prédateur suprême se prépare à l'une des stratégies de survie les plus remarquables de la nature. L'hibernation, une stratégie de survie hivernale du grizzly, est le fruit de millions d'années de perfectionnement évolutif et d'adaptation physiologique. La préparation de l'ours à l'hibernation, appelée hyperphagie, le transforme en une machine à manger aux proportions incroyables. À la fin de l'été et en automne, un grizzly peut consommer jusqu'à 20 000 calories par jour, contre 5 000 en été.
Cette frénésie alimentaire peut entraîner une prise de poids de 1,3 à 2 kg par jour, certains ours doublant leur poids avant d'entrer en hibernation. Chaque baie, saumon, racine et petit mammifère devient un carburant essentiel pour le long sommeil à venir. Le choix d'une tanière d'hibernation est une décision cruciale que l'ours prend en tenant compte de plusieurs facteurs. La tanière idéale offre une isolation contre le froid, une protection contre les précipitations, une stabilité empêchant l'effondrement et une protection contre les menaces potentielles. Les ours peuvent creuser de nouvelles tanières chaque année ou rénover des sites existants, passant parfois des semaines à préparer l'abri hivernal idéal. Les tanières sont généralement situées sur des pentes exposées au nord où l'accumulation de neige offre une isolation supplémentaire. La tanière elle-même est une merveille d'architecture naturelle. Creusée à flanc de colline, sous des racines ou dans des grottes naturelles, la chambre est juste assez grande pour que l'ours puisse y entrer, se retourner et s'y allonger confortablement. Le tunnel d'entrée est volontairement étroit pour minimiser les pertes de chaleur et est souvent incliné vers le haut pour empêcher l'air froid de pénétrer dans la chambre. L'ours tapisse la tanière d'herbes, de feuilles et d'autres matériaux moelleux pour créer un lit confortable. À l'approche de l'hiver, l'ours entre dans sa tanière et l'une des transformations physiologiques les plus remarquables du règne animal s'opère. Contrairement aux véritables hibernants comme les écureuils terrestres ou les chauves-souris, l'ours entre dans un état de torpeur où ses fonctions corporelles ralentissent considérablement, mais où il reste capable de se réveiller en cas de menace. Son rythme cardiaque chute de 40 à 50 battements par minute à seulement 8 battements par minute. Sa respiration devient lente et superficielle, parfois entrecoupée de longues pauses. La température corporelle de l'ours ne baisse que légèrement, passant d'environ 38 degrés Celsius à environ 34 degrés Celsius. Cette baisse de température relativement modeste, combinée à la masse corporelle imposante et à l'épaisse fourrure de l'ours, contribue au maintien du fonctionnement des organes vitaux, tout en réduisant considérablement ses besoins énergétiques. Son métabolisme chute à environ 25% de sa normale, ce qui lui permet de survivre jusqu'à 7 mois grâce à ses réserves de graisse, sans manger, boire, uriner, ni déféquer. Le plus remarquable est peut-être que les ours enceintes donnent naissance pendant l'hibernation, généralement en janvier ou février. Les oursons, nés minuscules et sans défense, têtent et grandissent dans la chaleur de la tanière, tandis que leur mère reste engourdie. La capacité de la femelle à produire un lait riche, tandis que son propre corps survit grâce à ses réserves de graisse, représente l'un des exploits biologiques les plus impressionnants de la nature. Les oursons restent dans la tanière avec leur mère jusqu'au printemps, acquérant les compétences essentielles de survie dans la sécurité de leur nurserie souterraine. Les réserves de graisse de l'ours servent à de multiples fins, au-delà du simple stockage d'énergie. La graisse agit comme isolant et contribue à maintenir la température corporelle dans la tanière froide. Des dépôts de graisse brune spécialisés autour des organes vitaux assurent une production rapide de chaleur en cas de besoin. Le corps de l'ours recycle également l'urée, normalement toxique, en la transformant en protéines utiles, prévenant ainsi la perte musculaire pendant les longues périodes d'inactivité. L'équilibre hydrique pendant l'hibernation présente des défis uniques que l'organisme de l'ours surmonte grâce à des adaptations remarquables. Il ne boit ni n'urine pendant l'hibernation mais recycle l'eau issue du métabolisme des graisses et réabsorbe l'eau de la vessie. Ce recyclage prévient la déshydratation et évite de quitter la tanière pendant les mois les plus froids. Les reins et le foie de l'ours travaillent en parfaite coordination pour maintenir un bon équilibre électrolytique tout au long de l'hibernation. Le moment de l'entrée et de la sortie de la tanière est influencé par de multiples facteurs environnementaux et physiologiques. Les ours y entrent généralement lorsque la nourriture se raréfie et que la couverture neigeuse se forme, généralement entre octobre et décembre. L'émergence survient lorsque les températures plus clémentes commencent à faire fondre la neige et que la nourriture du début du printemps devient disponible, généralement entre mars et mai.
Les femelles gestantes avec leurs oursons nouveau-nés sont généralement les dernières à sortir, ce qui garantit que leur progéniture sera suffisamment forte pour survivre dans le monde extérieur. Tous les ours n'hibernent pas avec le même succès, et la qualité de la saison d'alimentation précédant l'hibernation a un impact direct sur la survie hivernale. Les ours qui entrent en hibernation sans réserve de graisse suffisante peuvent être contraints de quitter leur tanière pendant l'hiver pour chercher de la nourriture, une situation dangereuse souvent mortelle. Le changement climatique a commencé à affecter les habitudes d'hibernation. Des hivers plus doux poussent parfois les ours à sortir prématurément, avant que des sources de nourriture adéquates ne soient disponibles. La perturbation des tanières représente une menace sérieuse pour les ours en hibernation. Les activités humaines, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, ou même la recherche sur la faune sauvage peuvent amener les ours à abandonner leurs tanières, les forçant à trouver de nouveaux abris pendant la période la plus difficile de l'année. Des perturbations répétées peuvent épuiser les réserves d'énergie et réduire considérablement le taux de survie des oursons. Le son envoûtant transperce l'air vif de l'hiver, traversant des kilomètres de nature sauvage enneigée avec une clarté évoquant les grands espaces et les paysages sauvages. Au hurlement du loup gris répond un autre, puis un autre, jusqu'à ce que la nuit résonne de la symphonie sauvage d'une meute communiquant à travers son vaste territoire. Ces prédateurs au sommet de la chaîne ne se sont pas seulement adaptés à la survie hivernale, ils l'ont maîtrisée, transformant les défis de la saison en atouts grâce à une coopération sociale remarquable et à un perfectionnement évolutif. La préparation hivernale du loup gris est fondamentalement différente de celle des animaux solitaires ou des espèces hibernantes. Prédateurs très sociaux, les loups doivent coordonner leurs activités en meute tout en veillant à ce que chaque individu soit physiquement prêt pour les mois exigeants à venir. En automne, les membres de la meute se concentrent sur la constitution de réserves de graisse grâce à des chasses réussies, mais ils ne peuvent pas se contenter de se gaver comme les ours. Leur survie dépend du maintien d'une condition physique optimale pour la chasse tout au long de l'hiver. La structure sociale de la meute devient encore plus cruciale en hiver. Le couple alpha dirige non seulement les expéditions de chasse, mais prend également des décisions cruciales concernant le territoire, les tanières et la répartition des ressources. La hiérarchie de la meute détermine l'ordre d'alimentation lors des chasses, les animaux dominants mangeant en premier, afin de conserver la force nécessaire à une chasse réussie. Cette organisation sociale garantit que les chasseurs les plus compétents restent en pleine forme pour subvenir aux besoins de l'ensemble du groupe. La fourrure du loup subit une transformation spectaculaire en hiver, se transformant en un pelage double couche offrant une isolation exceptionnelle. Les poils de garde extérieurs repoussent l'humidité et le vent, tandis que le sous-poil dense retient l'air chaud près de la peau. Ce pelage hivernal est si efficace que les loups peuvent dormir confortablement dans la neige, même lorsque les températures descendent jusqu'à -40°C. Ils se roulent souvent en boule, leur queue touffue enroulée autour de leur museau et de leurs pattes, utilisant leur propre chaleur corporelle pour créer un microclimat chaud. Les stratégies de chasse s'adaptent considérablement aux conditions hivernales. La capacité de la meute à collaborer devient encore plus précieuse lors de la poursuite de proies dans la neige profonde. Les loups se relaient pour tracer la piste dans la neige profonde, les animaux de tête dépensant une énergie considérable tandis que les suivants profitent du chemin compacté. Pour chasser de grosses proies comme le wapiti ou l'orignal, la meute utilise la neige à son avantage, poussant les proies dans des congères plus profondes où les ongulés sont désavantagés par leur poids plus important et la surface réduite de leurs sabots. Les larges pattes du loup fonctionnent comme des raquettes naturelles, répartissant son poids plus efficacement que les sabots de ses proies. Ses pattes puissantes et sa démarche efficace lui permettent de parcourir de grandes distances dans la neige sans dépenses énergétiques excessives. Une meute de loups peut parcourir 30 à 50 km en une seule journée en chassant,
en suivant les traces de ses proies et en explorant les sources potentielles de nourriture sur son territoire. L'entretien du territoire en hiver exige une vigilance constante et une dépense énergétique importante. La meute doit patrouiller des zones pouvant s'étendre sur 200 à 1000 km², marquant son territoire avec des poteaux olfactifs et surveillant la présence des meutes voisines et des autres prédateurs. Les territoires hivernaux chevauchent souvent ceux d'autres espèces prédatrices, ce qui peut entraîner des rencontres potentiellement dangereuses avec des ours sortant d'hibernation, des lynx défendant leur proie ou des meutes de coyotes en compétition pour des ressources similaires. La charogne devient de plus en plus importante pendant les mois d'hiver les plus rigoureux. Les loups se nourrissent volontiers de charogne, y compris d'animaux morts de froid, de faim ou d'autres prédateurs. Cette alimentation opportuniste permet d'économiser l'énergie qui serait autrement consacrée à la chasse et fournit une nutrition essentielle pendant les périodes de disette. La structure sociale de la meute garantit que même les opportunités de charogne sont exploitées efficacement. Les éclaireurs localisent les carcasses et la meute travaille ensemble pour défendre les précieuses sources de nourriture contre les autres charognards. En hiver, les tanières servent principalement d'abri en cas de fortes intempéries plutôt que de refuge permanent. Les loups peuvent utiliser des affleurements rocheux, des forêts denses ou même des huttes de castors abandonnées comme abris temporaires lors de blizzards ou de vagues de froid extrême. Ces abris offrent une protection contre le vent et contribuent à conserver la chaleur corporelle dans les conditions les plus difficiles. Contrairement à de nombreuses autres espèces, les loups restent actifs tout l'hiver, chassant et se déplaçant quelles que soient les conditions météorologiques. Le système de communication de la meute devient essentiel à la coordination lors des chasses et des déplacements hivernaux. Les hurlements ont de multiples fonctions. Ils permettent de maintenir le contact entre les membres de la meute sur de grandes distances, de coordonner les activités de chasse et de renforcer les liens sociaux au sein du groupe. Les propriétés acoustiques de l'air hivernal, en particulier lors des nuits froides et calmes, permettent à ces vocalisations de porter beaucoup plus loin qu'en d'autres saisons. Chez les loups, la période de reproduction est étroitement liée à la survie hivernale et à la disponibilité des ressources. L'accouplement a lieu à la fin de l'hiver, généralement en février ou mars, lorsque la meute peut évaluer la capacité de charge de son territoire et le succès de ses stratégies de survie hivernale. Le calendrier de gestation de la femelle alpha garantit la naissance des petits à la fin du printemps, lorsque les proies connaissent leur propre essor reproductif, fournissant une nourriture abondante à la mère allaitante et à la famille grandissante. La dynamique des meutes en hiver peut être mise à rude épreuve par la pénurie de nourriture et les conditions climatiques difficiles. Les membres les plus faibles ou les plus faibles peuvent être contraints de quitter le groupe et devenir des loups solitaires dont les chances de survie sont considérablement réduites. Ces loups dispersés doivent établir de nouveaux territoires ou trouver des partenaires pour former de nouvelles meutes, un processus dangereux qui se produit souvent lors des pires conditions météorologiques. Le taux de mortalité des loups solitaires en hiver peut dépasser 80%. Les interactions interspécifiques s'intensifient pendant les mois d'hiver, la compétition pour des ressources limitées s'intensifiant. Les meutes de loups peuvent entrer en conflit avec les grizzlies sortant d'hibernation, rivaliser avec les meutes de coyotes pour des proies plus petites ou s'affronter avec les lynx pour les sites de chasse. Ces rencontres peuvent être mortelles, les blessures pouvant être fatales lorsque les ressources médicales sont indisponibles et que les réserves énergétiques sont essentielles à la survie. Les adaptations remarquables qui permettent à ces espèces de prospérer dans les hivers rigoureux du Canada représentent des millions d'années de perfectionnement évolutif. Chaque animal a développé des stratégies uniques qui semblent presque impossibles à maîtriser. Ces adaptations créent un réseau complexe d'interactions qui définissent l'écosystème hivernal canadien. Pourtant, cet équilibre ancestral est aujourd'hui confronté à des défis sans précédent liés à l'activité humaine.
Le changement climatique modifie les paramètres fondamentaux que ces animaux ont su exploiter par leur évolution. Des hivers plus doux perturbent les cycles d'hibernation. Des conditions météorologiques imprévisibles affectent la disponibilité de la nourriture, et la variation des précipitations modifie les conditions d'enneigement dont dépendent de nombreuses espèces pour chasser et survivre. L'impact humain sur ces remarquables survivants de l'hiver offre un contrepoint saisissant à leurs extraordinaires adaptations. Notre influence s'étend jusque dans les zones sauvages les plus reculées, affectant ces animaux de manières à la fois évidentes et subtiles, immédiates et à long terme. Le développement industriel fragmente les vastes territoires nécessaires aux loups pour chasser en meute. Les routes, les pipelines, les exploitations forestières et les activités minières créent des obstacles qui perturbent les déplacements des meutes et les contraignent à entrer en conflit avec les activités humaines. La fragmentation de l'habitat qui en résulte rend de plus en plus difficile pour les meutes de maintenir les vastes territoires dont elles ont besoin pour survivre aux hivers rigoureux. Les populations de castors, bien que stables dans de nombreuses régions, subissent la pression des variations du niveau des eaux causées par la construction de barrages, les dérivations de cours d'eau et la modification des régimes de précipitation. Leurs systèmes d'étangs, soigneusement aménagés, dépendent de débits d'eau prévisibles et de régimes saisonniers que la gestion humaine de l'eau perturbe de plus en plus. Les sites d'hibernation des grizzlies sont de plus en plus perturbés par les activités humaines. L'exploitation forestière, l'exploitation minière, l'utilisation de véhicules récréatifs et même la recherche sur la faune sauvage peuvent forcer les ours à quitter leur tanière pendant les périodes critiques d'hibernation. Le changement climatique aggrave ces problèmes en créant des conditions de vie imprévisibles dans les tanières et en modifiant le moment de la disponibilité de la nourriture, indispensable à la prise de poids avant l'hibernation. Cependant, les efforts de conservation offrent de l'espoir pour ces espèces remarquables. Les zones sauvages protégées préservent les habitats essentiels et maintiennent les liens écosystémiques dont ces animaux ont besoin. Les programmes de recherche nous aident à comprendre leurs besoins et à élaborer de meilleures stratégies de conservation. Les savoirs autochtones et les pratiques écologiques traditionnelles fournissent des informations précieuses sur la coexistence durable avec la faune hivernale. L'avenir de ces espèces dépendra en grande partie des décisions prises aujourd'hui en matière de politique énergétique, d'aménagement du territoire et de priorités de conservation. Chacun de ces animaux remarquables a prouvé sa capacité à survivre aux épreuves les plus rudes de la nature. La question est désormais de savoir s'ils pourront survivre à l'influence humaine sur leur ancien monde hivernal. En fin de compte, l'histoire de la survie hivernale au Canada ne se résume pas à la seule histoire des espèces individuelles et de leurs remarquables adaptations. Elle témoigne de la résilience de la vie elle-même, du pouvoir de l'évolution à créer des solutions à des défis apparemment insurmontables, et du réseau de relations interconnectées qui soutient des écosystèmes entiers pendant les mois les plus sombres et les plus froids de l'année. Ces 7 espèces ont maîtrisé l'art de survivre dans des conditions qui auraient rapidement emporté la vie humaine. Leur succès est le fruit de millions d'années d'essais et d'erreurs, de sélection naturelle et de perfectionnements évolutifs. Elles nous rappellent que la vie trouve toujours sa voie, même dans les circonstances les plus extrêmes, et que la diversité des stratégies de survie est aussi belle que fonctionnelle. Tandis que les aurores boréales dansent dans le ciel étoilé au-dessus des étendues sauvages canadiennes, ces créatures remarquables poursuivent leurs anciennes habitudes de survie. Le renard arctique chasse silencieusement dans la neige, les chauves-souris dorment paisiblement dans leurs grottes, les castors se reposent en sécurité dans leurs huttes, les mésanges cachent des graines pour leur repas du lendemain, le lynx sillonne patiemment la forêt, les ours rêvent dans leurs tanières d'hiver et les loups chantent leurs chants sauvages à la lune gelée. Leurs histoires se perpétuent, saison après saison, année après année, témoignant de l'incroyable capacité d'adaptation et de la résistance durable des espaces sauvages qui subsistent sur notre planète. En les protégeant, nous protégeons non seulement les espèces individuelles,
mais aussi les processus mêmes qui créent et maintiennent la diversité de la vie sur Terre. Étonné par la façon dont les animaux survivent au froid extrême au Canada? Dites-nous quel instinct de survie vous a le plus choqué et laissez-nous vos favoris dans les commentaires. Pensez-vous que ces créatures et leurs maisons gelées méritent plus d'amour? Partagez cette vidéo et aidez à faire passer le message. Vous avez aimé cet aperçu du Nord sauvage? Découvrez notre vidéo précédente sur la faune de la savane africaine pleine de merveilles animales inattendues. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de notre prochain voyage. À bientôt.